notre 9e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en période de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom et sur Facebook Live. 3 thèmes seront abordés durant les différents webinaires d'ici la fin du confinement. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus, et le confinement comme possible terrain pour des violences. Un jour sur 2, donc tous les lundis, mercredis et vendredis, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème en lien avec le confinement et répondre à toutes vos questions. Donc je suis Georgina Lepoul, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions à animatrice dans le chat. Vos questions sont bien évidemment anonymes, donc soyez nombreux à participer. Donc, si les façons de se rencontrer sexuellement et ou affectivement ont profondément évolué ces 10 dernières années, avec l'utilisation massive de sites de rencontres en ligne, force est de constater que les comportements peuvent très rapidement changer. En effet, les sites de rencontres en ligne auraient vu leur utilisation baisser de près de 70% depuis le début de ce confinement. Que se passe-t-il donc dans l'intimité de chacun par rapport aux rencontres virtuelles pour que les conséquences soient si massives sur les comportements collectifs? Et comment expliquer que ce phénomène soit plutôt peu prévisible? En effet, on aurait pu penser spontanément que le confinement aurait plutôt favorisé les connexions. Le coronavirus aurait-il eu raison des algorithmes? Donc, Joëlle Mignot, psychologue, sexologue, clinicienne, directrice du pôle santé sexuelle et droits humains de l'Université Paris-Diderot et rédactrice en chef de la revue Sexualités humaines, sera notre experte aujourd'hui. Bonjour Joëlle. Bonjour Georgina, bonjour à toutes et tous. Alors, vous m'entendez? Tout se passe bien? La connexion passe? Je vous entends bien Georgina. Vous m'entendez bien aussi? C'est bon de mon côté, j'espère que c'est bon pour tout le monde qui nous suit. Donc, quel est le but? Quelle est la nature même de la rencontre virtuelle? On prend souvent l'exemple d'applications comme Tinder en les résumant à leur possibilité de géocaliser et donc de rencontrer rapidement des gens qui sont proches de soi pour possiblement faciliter le fait d'avoir des rapports sexuels. Mais est-ce que les rencontres virtuelles se résument vraiment à cela? Alors déjà, le mot virtuel est très important puisque évidemment il s'oppose au mot réel. Donc la question du premier lien qui est virtuel est très, très importante. Il faut déjà peut-être essayer de déterminer quels sont les types de sites qui existent parce que pour nos auditeurs, c'est important de savoir que tous les sites ne fonctionnent pas de la même façon. Alors Georgina, vous avez cité un site très connu qui est Tinder, mais il y en a d'autres. Et voilà, donc on peut un peu faire des catégories. Il y aurait 3 grandes catégories de sites. Il y a les sites qui sont les sites dans l'immédiateté, effectivement, avec cette géolocalisation qui permet de rencontrer quelqu'un très très rapidement et de façon voilà, immédiate, avec ou pas d'ailleurs de rencontres et avec ou pas de relations sexuelles, mais en tout cas, c'est l'immédiateté de la rencontre qui est mise en avant par ces sites-là. Après, il y a les sites qui sont plus liés à la qualité de la relation, qui demandent d'ailleurs souvent aux gens qui s'y inscrivent de décrire un profil et qui sont basés surtout sur la question des goûts. Alors, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, ces sites-là, finalement, on se demande s'ils ont choisi la bonne cible parce que est-ce que la rencontre se fait sur les goûts? C'est une vraie question. Et ça, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a le 3e type de sites qui sont les sites libertins. Et on verra aussi que les chiffres sont différents suivant les types de sites qui sont utilisés. Enfin, la baisse des chiffres a été très, très différente suivant les types de sites. Alors, en ce qui concerne Tinder, il y a eu une baisse qui a été très liée d'abord à l'annonce de l'épidémie, est très lié aussi au discours du président de la République. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'une fois qu'il y a eu ce discours et donc les mesures de confinement ont été mises en place, il y a une chute quasiment immédiate de la fréquentation des sites comme Tinder, donc de l'immédiateté de la relation.
Il y a eu une chute assez importante aussi pour les sites liés plus à une relation, enfin, qui installe une relation, qui essaye d'installer en tout cas une relation un peu plus construite. Et puis, les sites qui ont été le moins touchés, ce sont les sites libertins. Donc voilà, les trois ont subi une chute très rapide. Il y a eu une enquête qui a été faite et moi j'ai analysé tous ces chiffres. Moi qui ne suis pas une femme de chiffres d'habitude, là j'ai essayé de voir un peu comment ça s'était organisé. Donc une chute assez importante. Il s'avère qu'aujourd'hui il y aurait une remontée de la fréquentation. Donc pour le moment on n'a pas encore vraiment de statistiques, mais il semble qu'il y aurait une remontée de la fréquentation depuis que le confinement a été installé, depuis donc une quinzaine de jours, 3 semaines. Et donc, il doit y avoir aussi des raisons pour que de nouveau la fréquentation reprenne. Mais c'était intéressant cette chute. Et ça, on pourrait effectivement l'analyser. Mais justement, donc, comme on l'a dit, il y a eu une chute qui a été constatée et mesurée sur ces sites et ces applications. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est uniquement parce que la rencontre physique n'a plus été possible à cause du confinement? Alors, je pense que ça pose vraiment la question du corps. Ça pose vraiment la question du corps et de la place du corps dans la virtualité. C'est-à-dire que d'abord la place du corps, parce que le corps est aussi le vecteur de la circulation du virus. Hein, donc forcément, le fait que le virus soit porté par les uns et par les autres, eh bien, la rencontre, évidemment, est plus compliquée, en tout cas dans l'esprit des gens. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est aussi la question du confinement lui-même. C'est-à-dire que le fait que les gens soient confinés dans des espaces plus ou moins restreints, en famille ou dans une moindre liberté, eh bien, fait que effectivement, la circulation des rencontres se fait moins facilement aussi, parce que cette liberté est entravée. Donc, auparavant, tout le monde vaquait à ses occupations avec des temps personnels. Et puis, on sait très bien que ces sites sont accessibles sur les portables, dans tous les moments de la vie. Alors que là, aujourd'hui, le fait que ce confinement fait que les personnes soient les unes avec les autres et puis, évidemment, soient beaucoup plus dans une promiscuité, limite certainement aussi, enfin, a limité en tout cas, à un moment donné, la facilité d'accès. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des habitudes qui se sont prises au fur et à mesure de la mise en place du confinement, que chacun a pu reprendre un peu ses espaces et qu'à partir de ces espaces de liberté, la fréquentation a repris. C'est possible aussi. Je pense qu'il y a vraiment ces deux grandes raisons. La question de la circulation, évidemment, et du risque, du risque réel d'ailleurs. Hein. Il est certain que ce risque qui est tout à fait réel, donc c'est le danger du corps à corps a été véritablement est vraiment là, quoi. C'est sûr, à travers, et surtout justement, c'est pour ça que les sites qui ont cette accessibilité très très rapide à la sexualité ont été les plus touchés au départ. Voilà. Et ceux qui laissent le moins de place possible aussi à l'imaginaire et à la construction du lien, parce qu'on reviendra aussi sur la nature de ces sites et ceux qui laissent l'imaginaire construire le lien, c'est-à-dire plus les sites où on est vraiment dans des sites de rencontre avec un espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un, eh bien, ont été un peu moins touchés. Donc, c'est pas pour rien. Je crois que, voilà, plus le corps est accessible rapidement, plus la baisse a été immédiate. Je crois que ça, c'est important de le dire. Parce qu'on aurait pu imaginer un effet complètement inverse, dans le sens où on aurait pu imaginer voir encore plus de gens sur ces sites de rencontres, du fait que les dîners entre amis, les soirées, les bars ne soient plus des lieux de rencontre envisageables pour les personnes en temps de confinement. C'est vrai, on aurait pu y penser. On aurait pu penser ça. J'entends. Oui, je vais demander à tous les participants de bien de couper leur micro. Oui. D'accord, ok. Voilà. Mais on aurait pu penser effectivement que les choses se seraient déployées. Alors, il y a des étapes. Hein. On a eu une première étape de baisse. Là, on est plutôt dans une étape manifestement où les choses se repartent.
Donc, je pense que chacun a pu retrouver aussi peut-être son espace et que ça permet cette liberté et cet accès plus facile. Bon, voilà, ce ne sont que des analyses, d'abord très subjectives, très personnelles, parce qu'il n'y a pas de chiffres pour le moment. Il y a eu des chiffres sur la baisse, mais il n'y a pas de chiffres encore sur la remontée. Donc, pour le moment, c'est difficile de savoir exactement là où on en est aujourd'hui. Ok, mais du coup, va-t-on sur ces sites ou ces applications de rencontres en ce moment, donc en temps de confinement, pour les mêmes raisons qu'habituellement? Est-ce que le confinement a changé la quête ou pas du tout? Ou est-ce qu'on cherche plutôt là du soutien, des amis ou peut-être même juste à passer le temps? Où il y a certainement plein de raisons. Toutes les raisons que Georgina a citées sont certainement celles que vivent les uns, les unes et les autres. Alors peut-être que effectivement le confinement qui aussi est porteur quand même malgré tout d'anxiété, d'angoisse, de difficultés aussi simplement pour rencontrer l'autre, eh bien va favoriser cette recherche. Ça c'est possible, mais c'est surtout une projection vers l'avenir en fait, parce que ce qui se cherche et peut-être ce qui se trouve pour ceux qui trouvent aujourd'hui, eh bien, ça va se concrétiser dans quelques temps, lorsque la rencontre réelle va se faire. En fait, c'est toute la question de l'espace entre la rencontre virtuelle, ce qu'on y projette, ce qu'on y projette comme espoir, ce qu'on y projette comme et avec des choses très très différentes suivant les individus. Hein. Ça, c'est évident, que ça peut aller de la rencontre sexuelle rapide au prince charmant ou à la princesse charmante. Donc, il y a vraiment tous les modèles. Donc, tout ce qui est projeté et puis ce qui sera dans la réalité. Bon, ça, c'est vrai, c'était vrai aussi avant. C'est-à-dire cet espace entre ce qui est imaginé, ce qui est projeté sur l'autre, parce qu'il faut savoir que ces sites de rencontre, enfin, pour moi, ce sont d'abord des espaces de projection, un peu à la manière des tests projectifs que nous, les psychologues, nous utilisons, hein, comme le Rorschach, par exemple, le test avec les tâches où on peut effectivement se projeter. Ben, je pense que les sites de rencontre, ce sont des espaces de projection et qui révèlent beaucoup de choses, notamment en particulier en premier par la photo. Parce que le choix de la photo, c'est très important. Ceux qui mettent des photos, ceux qui n'en mettent pas, d'ailleurs, ça aussi, c'est encore une autre façon d'aborder la rencontre, c'est-à-dire rester anonyme. Et puis ceux qui choisissent un certain type de photos, comment ces photos sont choisies, c'est déjà une première projection. Puis ensuite, c'est la description. Alors, dans les sites comme Tinder, il n'y a juste que la photo et puis le lieu où on habite. Donc, c'est vraiment très restreint au niveau de la projection. Et dans les sites peut-être un peu plus de rencontres utilisées notamment par les seniors, par exemple, il y a beaucoup de publicité autour de ça. Et bien, effectivement, tout ce qui est projeté, tout ce qui est décrit dans le profil, ce fameux profil qui doit être assez finement, finalement, enfin, décrit, eh bien, est un espace de projection de soi-même. Voilà. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau inconscient, ce qui se projette inconsciemment sur ces plateformes, en fait. Et c'est pour ça que moi, je fais vraiment le lien entre les sites de rencontres, quels qu'ils soient d'ailleurs, et les tests projectifs. C'est une surface projective. Mais oui, parce que finalement, ce confinement, c'est un moment très particulier qui peut avoir un impact fort sur notre personne, sur notre soi. Et comme les sites de rencontres, les applications sont basées sur un récit de soi, comme vous étiez en train de le dire, avec les photos qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, ce qu'on dit de nous, ce qu'on ne dit pas, est-ce que les rencontres virtuelles qui vont se faire en ce moment ne seront pas plutôt la rencontre de deux personnes confinement au lieu de deux personnes réelles, deux personnes de temps normaux, quoi? Oui, alors ce qui semble ressortir, enfin ce que j'ai lu un peu des différents articles qui commencent un peu à émerger, c'est que le confinement lui-même est un mode d'accès à l'autre. C'est-à-dire comment on le vit.
Donc, à ce test projectif, enfin, cette surface projective qui était déjà opérante avant même notre expérience de confinement, eh bien, se rajoute aussi le récit de ce qui se vit dans le confinement. Alors ça, c'est assez intéressant aussi parce que, bon, bah, là, on aborde peut-être un peu plus, des choses peut-être un peu plus profondes. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont se dire qui ne se disaient pas avant, c'est possible. Après, de toute façon, c'est très variable d'une personne à l'autre, d'une relation à l'autre, et puis aussi de ce que chacun peut vivre, évidemment, et a envie de dire aussi. Mais le confinement devient un sujet. D'ailleurs, c'est un sujet aussi dans notre vie courante. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train tous de parler de ce qu'on vit dans cette expérience de confinement. Donc, on est en train aussi de se révéler à travers ça, les uns avec les autres, avec nos amis, pas seulement sur les sites pour ceux qui les utilisent. Donc, cette expérience-là, elle révèle des choses de ce que nous sommes aussi. Et elle peut aussi nous faire revenir à des choses du passé, hein, à des expériences passées, à des moments de notre vie, par exemple. Il y a, par exemple, des liens avec des périodes comme l'enfance ou l'adolescence qui peuvent ressurgir dans cette expérience de confinement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en tant qu'adultes, pour les adultes, évidemment. Donc, effectivement, ces rencontres, eh bien, le confinement est un sujet et il semble que ce soit une porte d'entrée, en fait, aujourd'hui. Oui, parce que finalement, ça fait quelque chose, un point commun à tout le monde. Donc, c'est une belle porte d'entrée. C'est vrai, ça fait un point commun à tout le monde, puisqu'on est tous obligés de le vivre. Ça permet aussi sans doute d'exprimer, on parlait tout à l'heure d'angoisse, d'anxiété, etc., d'exprimer peut-être un peu plus avec un sujet très particulier qui est la santé, tous ces éléments d'angoisse et d'anxiété. Ça fait certainement ressortir aussi beaucoup de solitude pour ceux qui vivent une solitude très, très, très éloignée ou de leur famille ou de leurs amis ou qui ont peu d'amis, par exemple. Enfin, voilà, ça fait ressortir des traits, quoi. Et ces traits-là, le site de rencontre étant, comme je le disais tout à l'heure, un endroit projectif, eh bien, apparaissent aussi, certainement. Maintenant, nous ne sommes pas dans les conversations intimes de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'analyser les choses un peu de loin. Hein, c'est sûr qu'il faudrait avoir les contenus. Ça pourrait être intéressant d'utiliser les contenus de ce qui se dit. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur ces questions, je pense. Alors, il y a aussi la question des algorithmes. Parce que on sait très bien que ces sites sont construits sur un mode particulier, c'est-à-dire les profils qui sont proposés sont algorithmiques, c'est-à-dire que c'est une machine qui fait qu'on vous propose telle ou telle personne. Donc voilà, donc cette question-là aussi, elle est intéressante parce qu'on est aussi dans une forme de mécanisation de la relation, enfin, on pourrait dire ça comme ça, dont on n'a pas conscience en plus. Parce que chacun pense qu'évidemment, celui ou celle qu'il rencontre sur le site de rencontre, eh bien, c'est vraiment parce qu'on a été choisi ou en tout cas, voilà, la question de la séduction, ne serait-ce que par la photo, est très importante à ce moment-là. Mais alors que c'est une machine qui choisit, d'une certaine façon. Oui, oui. Et vous parliez justement il serait intéressant de voir a posteriori ce que les gens se seront dit, ce qu'ils auront partagé. Oui. On me demande quelles risquent d'être les conséquences pour les couples qui vont s'être formés pendant le confinement, comme basé sur des photos, sur des vidéos. Est-ce que la rencontre physique ne risque pas d'être un peu compliquée ou décevante? Est-ce que l'image qui va s'être construite Alors, je suis pas sûre qu'elle sera plus décevante qu'avant. Parce que je ne suis pas sûre qu'elle sera plus décevante ou moins décevante d'ailleurs, parce que ça peut marcher dans les deux sens quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même des gens qui se rencontrent comme ça. Il faut le savoir. Enfin, moi, je vois bien dans mes patients,
il y a de très belles histoires. Hein, et puis alors après, ça dépend vraiment de comment on les utilise, pourquoi on les utilise, quel est le but de cette utilisation. Il y a quand même des objectifs différents suivant les personnes. Mhm. Ça dépend de là où on en est dans sa propre vie, ce qu'on veut, etc. Donc, effectivement, si c'est un objectif uniquement de consommation sexuelle, c'est pas la même chose que celui ou celle qui cherche un partenaire pour continuer sa vie, par exemple. Hein, Mm. et ça, les approches sont pas les mêmes et les demandes, les attentes non plus sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a des cas de figure très 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 différents. En sachant quand même que c'est encore une fois ces sites d'immédiateté de rapports sexuels qui ont été les plus touchés en premier. Donc ça montre bien quand même que voilà, cette idée de la contagiosité, de l'échange, des échanges de fluides, enfin, ça touche vraiment une intimité très 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 puissante. Mm, mm. Qui en plus maintenant touche de manière directe à la santé, Oui, et l'autre devient d'autant plus. voilà, un danger Mm, pour sa mm, propre santé. Et puis, il y a aussi la question de la mort qui flotte quand même, parce qu'il y a des gens qui mm. meurent, on le sait, et qu'on sait aussi que ces échanges-là, en particulier, moi, je trouve aussi très intéressant la question du souffle et des fluides, qui fait que c'est le souffle de l'humanité qui est atteint, là, aujourd'hui. C'est à travers le souffle que finalement les choses se véhiculent. Alors, souffle, salive, enfin bon, tout ça. Et c'est vrai que je crois que c'est aussi pour ça que ça a figé un petit peu ces relations, parce que la peur, elle est derrière quand même, elle est derrière tout ça. Hein, voilà. Et Un peu, on va dire. d'un autre côté, j'ai des questions sur est-ce que finalement l'interdiction de se voir actuellement et l'espèce donc de danger ambiant dont nous parlions à l'instant ne rajoute-t-il pas est-ce que ça rajoute pas un peu de piment à la situation? Est-ce que ça nourrit pas l'intérêt d'une relation qui pourrait naître là sur ces sites, une relation qui aurait peut-être périclité en temps normal, quoi? Est-ce que Oui, oui. Ah oui, parce qu'on est aussi dans un temps différent. Hein, puisque là, de toute façon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, certainement encore quelques semaines. Et donc là, il n'est pas question du tout de rencontrer qui que ce soit, enfin, à moins d'être un peu inconscient finalement, parce que il y a quand même une réalité euh, dont qu'il faut prendre en compte. Donc le temps étant différent, ça favorise aussi là, un autre plan, c'est le plan de l'imaginaire, de la construction imaginaire que l'on peut aussi, quand on rencontre quelqu'un pour une première fois sur un site internet, eh bien, il y a tout un imaginaire qui se crée. Hein. Il y a je parlais les surfaces projectives, mais il y a aussi toute une sphère très, comment dirais-je, du rêve qui se construit aussi, du rêve de l'autre. Hein, et aussi du rêve de soi-même probablement qui s'installe. Donc là, on a plus de temps pour ça, forcément. Enfin, ceux qui utilisent ces sites vont avoir plus de temps. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de comment le lien va se créer pour chacun dans ces rencontres-là. Voilà. Il y a des choses qui existaient déjà auparavant dans la relation virtuelle et qui vont probablement aussi se cristalliser un peu. C'est pour ça que je parlais aussi de cristallisation. Hein. Je crois que cette idée de cristallisation, elle est importante, c'est-à-dire se cristalliser aussi ses propres schémas, parce qu'on voit très bien aussi que dans les sites, les personnes se présentent souvent avec des schémas très, très, assez rigides et assez. La souplesse n'a pas beaucoup de place dans les profils. Donc, on voit bien qu'il y a ces cristallisations, elles peuvent aussi être un peu plus présentes. Mais ça va dépendre aussi de comment les relations vont se lier. Hein. Ça dépend aussi de chaque personne, bien entendu. Il y a toutes sortes de profils. Donc, Alors là, j'ai quelqu'un qui me difficile de demande en direct. généraliser là. J'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que vous pourriez définir la cristallisation Oui, oui, exactement? oui. Alors, c'est la cristallisation des comportements. Alors, on s'aperçoit que sur les sites, je crois que c'est la dimension de la définition même du profil qui fait qu'on rentre dans des cases. Donc, voilà, on aime ci, on aime ça, on est comme ci, on est comme ça, on cherche ci, on cherche ça. Et donc, effectivement, psychiquement,
il y a tout un mode de rigidification qui se crée dans la présentation de chaque personne, qui fait que les attentes sont aussi très liées à cette cristallisation à la fois de la recherche, des attentes et et de la façon dont on se présente. Donc après, on sait bien aussi que c'est l'autre qui peut nous faire évoluer, nous faire bouger, nous assouplir, et puis nous faire découvrir des choses sur nous-mêmes. Donc ça va dépendre aussi vraiment de la souplesse de chacun. Mais alors cette cristallisation, est-ce qu'elle va être pire, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui on a plus de temps pour construire cette relation? Peut-être pas, c'est difficile à dire ça. Hein. Est-ce que ça va permettre de créer des liens peut-être plus pérennes? C'est une vraie question. Donc vous parliez justement donc de cette cristallisation, donc peut-être nos comportements qui peuvent évoluer, changer, s'affirmer, etc. Et de l'environnement qui est changeant en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites qui peuvent bouger? Est-ce que, surtout, on pensait aux jeunes, est-ce que vous pensez qu'il y a de plus d'envoi de photos dénudées, par exemple de nudes, pour pallier à une sexualité du fait de la non-disponibilité physique actuelle? C'est un peu le risque. Ce risque-là, il existait déjà avant, puisqu'on sait aussi qu'il y a eu des jeunes femmes en particulier qui ont été, qui se sont retrouvées dans des situations extrêmement compliquées, voire des suicides. Donc, on sait bien que c'est un risque. Il y a deux risques. Il y a celui-là, il y a celui de la dérive, évidemment, et puis on a parlé beaucoup de la contrainte du consentement, on ne va pas y revenir, mais c'est vraiment une des bases essentielles, c'est-à-dire que ne jamais se mettre dans une situation de danger, ça c'est vraiment important, en particulier pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, parce que c'est pas seulement pour les jeunes, même si c'est entre adultes consentants, on va le dire comme ça, eh bien ça peut aussi être quelque chose qui peut être mis en question dans l'après-coup. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est malgré tout l'environnement qui est quand même peut-être moins propice à cette liberté-là. Alors, ça va dépendre un petit peu de comment les uns et les autres vivent. Hein. C'est sûr que l'accès au virtuel, il n'est pas forcément égal pour tout le monde. Donc, mais il y a des risques, on sait bien qu'il y a des risques d'addiction, bien entendu, et il y a des risques aussi de dérive. Donc, il y a des risques en quantité et il y a des risques en qualité. Oui, ça, on ne peut pas le nier, c'est sûr. Donc, il faut aussi bien l'avoir en tête, ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on aborde la question des nudes sur cette plateforme, sur le webinaire. On en discutait avec Pierre Bengozi sur la question des adolescents. Oui. Et on rappelle, et c'est notre devoir de rappeler les risques qu'il y a derrière, mais est-ce que ça peut aussi être une manière satisfaisante de vivre sa sexualité à distance? Bien sûr. Je pense que… alors, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup plus d'inscriptions. Apparemment, non. Les inscriptions se sont aussi un peu stoppées, hein, donc, parce qu'il y a les utilisateurs, mais il y a aussi les nouveaux inscrits. Et apparemment, les inscriptions se sont stoppées assez net. Alors, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles inscriptions, c'est-à-dire de nouveaux espoirs? Parce qu'en fait, c'est toujours ça qui est derrière. C'est quand même l'espoir de vivre ou une sexualité ou une rencontre, mais de vivre quelque chose d'un peu nouveau. Sinon, on ne s'inscrit pas sur ces sites-là. Hein. Donc, il y a quand même l'idée de l'espoir derrière. Est-ce que cet espoir va renaître avec, par exemple, l'arrivée du déconfinement, c'est-à-dire l'arrivée d'une liberté qui va revenir dans notre espace social? On commence à en parler d'ailleurs, hein, on commence à parler du déconfinement, hein, même si c'est il faut y être très très prudent parce que voilà, pour le moment c'est pas du tout encore ni mis en place ni même d'actualité, mais ça circule. Donc, est-ce que cette idée de déconfinement va libérer d'autres choses? C'est possible. En tout cas, c'est un temps particulier là et les sites de rencontre peuvent être pour certains un bon moyen aussi de garder du lien social. Après tout, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Ça peut être un bon moyen de garder du lien social. Mais c'en était déjà un avant. Donc, voilà, maintenant, on est devant un temps un peu indéterminé là quand même. Hein, donc, voilà, il faudra voir avec le temps ce que ça donne.
Alors, quelqu'un qui me pose une question, peut-être qui pourrait apporter un élément de réponse, qui dit les espaces personnels étant aussi restreints, donc comme vous le disiez, la liberté individuelle bridée et la promiscuité serrée et de mise, est-ce que ces sites finalement ne sont pas beaucoup plus fréquentés qu'on ne le pense par des personnes non célibataires en quête d'aventure et qui ne seraient Oui, pas disponibles pour ce genre absolument. de... Alors, je pense que c'est une des raisons euh, non dites de la chute de la fréquentation. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens non libres, enfin non libres entre guillemets, ceux qui, par exemple, sur les sites de célibataires, soi-disant célibataires, je pense qu'il y a une forte proportion de non célibataires. Alors, non célibataires, ça veut dire ceux qui sont soit en couple et qui cherchent un autre partenaire ou une autre partenaire, ou ceux qui sont en... Il y a aussi toute cette part de la population qui est en séparation ou qui allait se séparer. On en a parlé hier, hier soir dans l'émission sur France Inter. Il y a eu une question là-dessus justement. On était en train de se séparer et on s'est retrouvés confinés à deux. C'est très intéressant parce que justement, eh bien, il y a aussi toutes sortes de vécus dans les couples. Évidemment, on n'est pas tous égaux. Et il est vrai que je pense que le fait qu'il y ait une part de non-célibataires sur ces sites explique aussi la chute de la fréquentation, certainement. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec son ou sa partenaire, c'est quand même un peu moins facile de pouvoir avoir cette liberté d'accès. Donc, ça pourrait en tout cas être une des raisons. C'est certainement pas la seule, mais c'est peut-être une des raisons, ce qui est intéressant. Alors, quelqu'un qui témoigne, qui dit oui, je ne faisais pas ça en temps normal, mais depuis le confinement, je me suis laissée aller à envoyer des nudes à mes contacts sur Tinder. Y a-t-il des chances que je regrette ce que j'ai fait? Enfin, j'ai peur de regretter ce que je fais plus tard. Aujourd'hui, ça va, mais Oui, alors en parlant de déconfinement, ça commence à me faire peur. la question du regret, alors elle est liée à la morale. Hein, ça veut dire que finalement, on fait quelque chose qui serait pas bien. Bon, alors ça, c'est vraiment très individuel. Hein. Chacun doit être je dirais, face à soi-même par rapport à ça. Donc, après, ça dépend de pourquoi il regrette ou pourquoi elle regrette. Enfin, regretter quoi d'abord, hein, regretter quoi? Regretter par rapport à qui, par rapport à quoi et par rapport à soi-même. Enfin, c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai que la question du regret, on dit toujours, hein, il y a un regret, il faudrait ne pas s'en avoir, mais c'est vrai que ça dépend de l'impact en fait de cet acte, de ce geste sur la personne. Si elle pense que c'est quelque chose de pas bien ou de néfaste pour elle-même, évidemment, elle va peut-être regretter après. Mais bon, ça c'est très variable d'une personne à l'autre. Mm, mm. Alors là, pareil, un autre témoignage. Je suis inscrite sur des sites de rencontres tels Mythique et vous disiez que Pardon, j'ai plein de questions d'un coup. Que les goûts ne sont pas forcément le bon moyen de rencontre. Quels seraient donc ces moyens, ces bonnes raisons de se rencontrer? Là, je vais répondre en tant que psy. Je pense que la rencontre, elle se fait sur un plan inconscient. Donc, c'est des éléments qui nous échappent, qui font qu'on rencontre l'autre. Et alors, on a souvent des indices. Hein, on peut avoir des indices par rapport à notre vie passée, quand on a eu d'autres expériences. Ça peut être des indices de compréhension de pourquoi on rencontre et pourquoi on construit quelque chose avec cette personne-là, bien sûr. Mais je ne crois absolument pas qu'on construise un couple sur des goûts et des couleurs. Je ne crois pas du tout à ça. Alors évidemment, c'est mieux de partager des choses en commun. C'est une évidence. C'est bien de partager des choses en commun, mais c'est pas ça qui fonde un couple. La construction du couple, elle se fait sur des choses qui sont liées à notre histoire, des choses qui nous échappent. Pour la plupart du temps, il y a une part consciente, mais il y a aussi une grande part sur laquelle on n'y comprend rien. D'ailleurs, heureusement, c'est ce qui fait que les histoires sont belles, c'est que souvent on n'y comprend rien. Et moi, je milite pour le fait de ne rien y comprendre, parce que et les sites sont faits à l'inverse de ça. Alors après, il y a des surprises.
c'est vrai qu'il y a des gens qui se rencontrent sur les sites à partir de leur goût commun. Je sais pas, ils font du golf, ils font de la tapisserie, ils font de la cuisine, ils font du cheval, enfin bon voilà. Et ils se retrouvent là-dessus. Ils font de la moto, ils se retrouvent là-dessus. Bon. Et puis après, il y a la vraie rencontre, en vrai, c'est-à-dire c'est voir l'autre déjà, hein, dans ce qui peut laisser émaner de son propre corps, de sa façon d'être, etc. Il y a le voir, il y a l'entendre, il y a l'écouter, enfin il y a le sentir après quand on est dans une relation plus intime qui fait que ça comme on dit, ça match ou ça matche pas. Hein. Voilà, ça peut aussi absolument ne pas matcher même si on a les mêmes goûts. Donc c'est pas les goûts qui font qu'on fonde une histoire. Enfin je ne crois pas du tout à ça. Donc ça peut être, alors les sites de rencontres évidemment pour ceux qui sont des sites de vraies rencontres, hein, ne s'inscrivent pas du tout sur cette dimension inconsciente. Celle-là, elle arrive en second plan. La porte d'entrée, c'est ce que j'aime ou ce que j'aime pas faire. Voilà, en gros. Hein, en gros. Après, il y a ce qui émane de moi dans ma description, dans le profil, voilà, qui colle ou qui colle pas aussi, bien entendu. Mais tout ça, ce sont que des éléments conscients. Hein, et une histoire, elle se construit pas sur du conscient. Elle se construit que sur de l'inconscient. Et je dirais que c'est ça qui fait la beauté de l'histoire, d'ailleurs. D'accord, d'accord. Mais il arrive que le média premier qui est effectivement je suis comme ci, comme ça et j'aime ci et ça, eh bien, permettent après, dans une rencontre qu'on n'attendait pas, eh ben, ça peut marcher. Et il y a des couples qui se sont créés comme ça et qui fonctionnent très bien. Donc, voilà. Mais c'est un peu prendre les choses à l'envers. Mais bon, je crois que voilà, c'est notre société qui est comme ça. Alors, une question plus temporalité. Les rencontres sur les applications sont généralement suivies de rencontres physiques assez rapides. Comment gérer ces rencontres en ligne en temps de confinement où la date de la rencontre physique ne cesse d'être repoussée? Alors, je pense qu'il y a un mot qui va être, c'est la patience. Il va falloir être patient pour ceux qui veulent avoir une relation physique immédiate. Voilà, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'attendre, là, pour le coup. Alors après, le virtuel de la relation, par exemple, d'avoir des relations sexuelles par écran interposé, c'est possible, il y a des tas de gens qui le font et pourquoi pas. Voilà, mais c'est pas la même chose puisqu'on sait très bien qu'on est dans une isolation sensorielle quand on fait entre guillemets l'amour par internet et que c'est pas du tout la même chose que de le faire en vrai. Donc voilà, ça va dépendre aussi de la capacité à accepter de le faire de cette façon-là. Ça va dépendre, mais je pense que cette idée d'isolation sensorielle, elle est aussi importante. Parce qu'on peut très bien, on peut très certainement faire l'amour par Internet et se retrouver dans un lit et que ça fonctionne pas du tout, mais pas du tout. Parce qu'il y aura d'autres éléments qui vont intervenir qui feront que ce sera plus du tout aussi bien et même peut-être rédhibitoire. Donc voilà, je pense que le processus d'isolation sensorielle, il est quand même important à prendre en compte. Voilà, maintenant, ça peut faire aussi marcher l'imaginaire, le fantasme, etc. En attendant, de toute façon, nous sommes dans une attente. C'est la question d'attente. Hein. En attendant Godot, c'est ça. Hein. c'est la pièce de théâtre de Beckett, mais c'est ça. Hein. On attend Godot là. Donc voilà. Donc je crois que c'est vraiment important de dire que l'attente, elle nous est imposée aussi. Et elle nous est imposée par notre santé qu'on doit préserver, et puis elle nous est aussi imposée, ne l'oublions pas, par le social, par les mesures de l'extérieur qui nous sont imposées. Hein, c'est important aussi. Alors là, j'ai deux commentaires qui vont un peu dans le même sens. Un qui dit moi, j'ai peur que ce soit plus frustrant qu'autre chose, l'envoi de photos ou de vidéos. Et quelqu'un d'autre qui me demande est-ce que c'est vraiment possible d'avoir ou de commencer une relation avec des dimensions physiques malgré la distance et donc avec cette prévention sensorielle? Alors, Sans contact, mais en impliquant le corps.
Oui, alors ben, le corps, il serait, enfin, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'application, elle est quand même très très limitée puisqu'elle sera liée à l'image, uniquement à l'image. Donc, ou alors à ce qu'on se fait à soi-même, évidemment, s'il y a une relation sexuelle avec masturbation, mais c'est toujours par écran interposé. Donc, de toute façon, voilà. Donc, il y a une part de l'isolation sensorielle, elle va impliquer une part de frustration, par définition, puisqu'il n'y a pas le mélange des corps, il n'y a pas le contact qui est la définition même de la relation sexuelle. Donc, voilà. Donc forcément, on est dans un temps de frustration de toute façon. On est dans un temps de frustration plus global que sexuel. Hein, on est dans un temps de frustration, de rencontre de ce qu'on aime, de toucher ce qu'on aime, même pas seulement sur un plan sexuel, sur un plan amical, sur un plan amoureux bien sûr, mais pas seulement. Enfin, on est dans ce temps de frustration et c'est un vrai apprentissage de la frustration que nous sommes en train de faire tous les uns et les autres. Et on peut le vivre de façon très très différente. Hein. On voit bien que ces frustrations, elles peuvent même provoquer des choses, des violences, enfin ça on l'a déjà dit, mais aussi des choses qui vont vers des excès. Il y a quelqu'un qui nous renvoie des conseils, qui dit attention pour ne pas être victime de revenge porn, faites attention à ne pas montrer votre visage, vos tatouages ou autres caractéristiques qui pourraient permettre de vous identifier, comme certaines marques corporelles. Est-ce que c'est un réel risque, Joël, et est-ce qu'il y a des choses qui sont là pour nous protéger en cas de problème? Est-ce qu'on peut, si on constate qu'on est victime de ce genre d'abus, contacter quelqu'un aujourd'hui même pendant le confinement? Oui, de toute façon, on sait que effectivement, il peut y avoir des utilisations malveillantes des images qui circulent. Et après, bon, ben, après c'est la loi qui doit intervenir si c'est le cas, c'est évident. Hein. Voilà, on peut tout à fait avoir affaire à déposer plainte ou il y a des choses à faire. Bon, je suis pas juriste, mais voilà. Et même en temps de confinement, c'était ça la question. Est-ce qu'on peut appeler la gendarmerie maintenant? Oui, je pense qu'il y a toujours possibilité de déposer une plainte s'il y a des choses qui ont été dans l'excès ou dans l'utilisation d'une image qui doit rester dans l'intimité. Hein, ça, oui, ça, c'est possible. D'ailleurs, je pense qu'on peut même déposer des plaintes en ligne maintenant, donc il y a des possibilités. Bon, moi, je suis pas juriste, hein, donc je suis assez mesurée, mais je pense que ça doit être possible. Bien sûr, et il faut le faire. Il faut le faire si vraiment on est victime de ce type d'utilisation d'une marque particulière de son corps ou même d'une situation pour laquelle on a été consentant mais qui ne devait pas rentrer dans le domaine public. Donc voilà, c'est toujours cette question. Hein. Et le risque, hein, on sait très bien qu'il faut être quand même très très prudent, notamment, on l'a dit, pour les très jeunes. Alors, une dernière question avant de commencer à conclure, une question qui vient de notre Facebook Live. Est-ce que le fait de retarder la rencontre à cause du confinement permettrait justement à ces rencontres d'être moins impulsives et donc peut-être plus sérieuses? Ah, c'est une grande question. Il va y avoir un temps fantasmatique qui va se construire par le fait qu'il y ait une distance corporelle imposée. Donc, tout dépend de ce qui va se construire dans ce temps fantasmatique, effectivement. Et puis ça dépend de son intention aussi, de son intention. Et est-ce que les deux, si on parle d'une rencontre à deux, est-ce que les deux ont la même intention? Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y en a un qui peut avoir une intention et l'autre une autre. Donc, le temps, il va peut-être permettre un peu plus de clarifier ça. Peut-être. Hein, peut-être. Si on est dans une authenticité. C'est pas forcément le cas non plus. Tout le monde n'est pas dans une authenticité dans ce type de recherche. Hein. Par exemple, on voit très bien que certains font croire des choses. Par exemple, oui, je cherche une rencontre sérieuse, etc., etc. Finalement, c'est pas du tout ça la recherche. La recherche, elle est plus dans une quête impulsive de sexualité immédiate. Donc, il y a aussi tous ceux qui utilisent des masques et les masques qui vont continuer à s'exprimer
dans ce temps précis du confinement. Il n'y a pas de raison que les masques tombent plus, sauf qu'on a un peu plus de temps, donc ça donnera peut-être un peu plus de facilité aux masques de tomber, c'est tout. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui avancent masqués sur ces sites, il faut le savoir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes en particulier qui se sont retrouvés devant des réseaux de prostitution. Là, c'est pour des hommes qui cherchent des femmes. Voilà, et ça, c'est assez fréquent d'entendre ça. Enfin, moi, j'ai entendu ça souvent chez mes patients qui se retrouvaient devant des réseaux de prostitution. C'était pas du tout. Alors, il y avait un premier masque qui était celui de effectivement rencontrer quelqu'un. Et puis finalement, c'est pas ça qui est proposé. Donc voilà. Et inversement, chez les femmes aussi, il y a beaucoup de femmes qui disent que il y a des hommes qui avancent masqués. Donc voilà. Donc je pense que la question du masque en ce moment, elle est très présente parce qu'on doit porter des masques aussi. Donc oui, il y a des choses très intéressantes. Des masques pour notre sécurité sanitaire et des masques pour notre sécurité émotionnelle. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que cette situation, elle fait émerger beaucoup de choses. J'ai parlé du souffle tout à l'heure, dangereux et qui est dans le lien avec notre humanité. C'est ce qui nous fait vivre, respirer quand même. La question du masque. Vous voyez, symboliquement, il y a beaucoup de choses qui vont émerger et il y a beaucoup de choses à dire sur toute cette notion symbolique de ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Oh bah c'est sûr que il y a plein d'articles à écrire là-dessus. Et le masque, les gens qui avancent masqués, en ce moment, on avance tous masqués. Alors, c'est peut-être pas des masques très sexy d'ailleurs, mais enfin bon, on fait avec nos masques. Mais il y a le masque aussi utilisé sans qu'il y ait vraiment le masque véritable. Finalement, les masques sanitaires permettent de faire travailler un peu l'imaginaire. Et comme oui, dans le masque, il y a deux versants. Il y a le versant protecteur et il y a le versant aussi caché, secret et qui nous fait rêver. Bon, je vais vous laisser conclure en partageant à l'écran le PowerPoint que vous nous avez préparé. Oui. C'est parti. C'est bon. Alors voilà, donc les rencontres virtuelles, donc la nature, bon, évidemment qu'il y a une quête et un manque, qu'elles soient sexuelles et ou affectives d'ailleurs, parce que ça va vraiment dépendre des personnes. Et de là où chacun en est dans sa vie, avec souvent un but précis, qui est pas forcément celui de l'autre, qui est quand même malgré tout autour de l'idée du fantasme de l'autre, et que ce soit pour une seule heure, ou que ce soit pour ou quelques minutes même, ou alors que ce soit pour la vie, parce que les fantasmes peuvent être très très larges. Alors bon, on a parlé des chiffres, je vais pas revenir dessus, je crois qu'on peut passer à l'autre diapo. Donc la dématérialisation du corps avec le rôle en premier lieu évidemment de la photo, de cette surface lisse qui est la photo qui est donnée en première intention. La prédominance de la construction imaginaire avec ce fameux leurre des algorithmes, et puis la question de l'espoir qui est importante et qui peut même avoir comme moi je fais beaucoup d'hypnose, j'ai donné à cette dimension de l'espoir une dimension auto-hypnotique, d'anticipation et d'autoconviction. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espoir, eh bien, il se travaille en soi. Et c'est comme si on était en train de s'auto-convaincre qu'effectivement quelque chose allait arriver, mais aussi ça fait le lit souvent de la déception, il faut quand même le dire, pour beaucoup. Voilà, alors les processus, j'ai parlé de la surface projective, mais c'est vrai que c'est d'abord souvent un processus de réassurance narcissique, il faut quand même le dire, avec donc ce processus projectif de soi-même, mais aussi de son propre désir. C'est de projeter son propre désir sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, et puis qui va être révélateur aussi des défenses. Alors ça, on s'en aperçoit quand on lit les profils. Les profils sont souvent très, très révélateurs des défenses des uns et des autres. Avec ces mécanismes d'amplification de ces défenses, de cristallisation quand elles sont là
présente et qu'elle devienne plus présente encore. Hein, par exemple, il y a un mécanisme qui est très puissant, c'est celui de l'agressivité. On en a parlé parce que j'ai fait un webinaire là-dessus, mais l'agressivité, elle peut être très présente sur les réseaux sociaux et elle peut se cristalliser dans la rencontre avec l'autre, dans la rencontre virtuelle. Et puis l'embolisation, c'est l'embolisation par définition, c'est le fait que les vaisseaux soient bouchés. Donc voilà, on est aussi dans une histoire d'avenir qui est un peu à court terme. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui se mettent en route aussi sur ces sites et qui s'expriment. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre la tyrannie des algorithmes? Bon, ça, c'est une question que je me suis posée. Peut-être qu'on est en train de vivre cette tyrannie. Oui. Mais je pense que l'esprit humain a quand même des capacités pour dépasser ça, espérons en tout cas. Alors, les interférences avec le désir depuis le confinement, alors l'interdiction du contact charnel, ça on l'a dit, la privation sensorielle, je l'ai beaucoup décrite, la liberté individuelle qui est bridée, donc qui peut nous interroger sur notre rapport à la liberté, et puis une promiscuité plus serrée, avec un appauvrissement quand même quand le marché n'est plus accessible. Donc, il y a aussi la question du marché, hein, parce qu'on a beaucoup dit symboliquement la question du marché où on se promène et on choisit ses produits a été beaucoup décrit pour les sites de rencontres. Effectivement, il y a un appauvrissement du marché là actuellement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y aura une qualité des produits? J'en sais rien. Peut-être. Voilà, quels sont ceux qui vont y rester néanmoins? Voilà, c'est toujours, on va pouvoir se poser cette question. Et puis alors, je voulais terminer par Frida Kahlo. Alors, pourquoi Frida Kahlo? Parce que c'est une peintre mexicaine qui est très connue. On connaît évidemment son image. Justement, c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée à Frida, parce que son image a été extrêmement utilisée. On considère que ça pourrait être une des premières Instagrammeuses, parce que cette image est vraiment rentrée dans le domaine public et iconique. Donc, et elle a influencé aussi beaucoup l'imaginaire. Alors, son histoire, c'est qu'elle a eu une histoire assez terrible au niveau de son corps. Donc, son corps est lui-même confiné. Ça, c'est très intéressant. D'abord, par une première atteinte de la poliomyélite lorsqu'elle était petite, et surtout un accident au tout début de sa jeune vie d'adulte, où elle était dans un bus et où le bus a eu un accident et elle a eu la barre pour se tenir qui lui a transpercé le corps. Donc, elle a été transpercée par une barre qui l'a après anéantie sur le plan des conséquences qu'elle a eu toute sa vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai mis cet exemple de confinement là très intéressant c'est des photos que j'ai prises moi-même dans la Casa Azul de Mexico, parce que j'y suis allée au mois d'octobre. Et donc, c'est le corset, un des corsets, il y en a d'autres, mais un des corsets de Frida. Et puis, ce tableau où elle parle, enfin, où elle décrit justement ce que cet enfermement lui produit chez elle. Donc, voilà, il y aurait beaucoup à dire symboliquement sur ce tableau. Je crois qu'il y a d'autres photos aussi de Frida. Voilà, alors elle a vécu un confinement corporel par ces corsets qui l'ont toute sa vie tenue d'une certaine façon. Elle a eu une vie amoureuse assez riche et très forte avec Diego Rivera et d'autres aussi. Et puis, il y a eu ce confinement dans sa chambre, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la chambre des adolescents vendredi, mais là c'est la chambre de Frida Kahlo où elle a fini sa vie, et elle a fini par peindre, c'est moi qui ai pris cette photo, par peindre dans ce lit où elle était allongée avec sa toile devant elle et tous ses pinceaux, et elle a fini par peindre dans son lit ses derniers tableaux. Donc, ça a été aussi sa chambre de confinement, de créativité. Et puis, j'ai voulu vous mettre aussi son fauteuil, puisque c'était aussi il y a eu aussi son atelier qui est tout à fait accessible, et avec cette toile qu'elle était en train de peindre. Donc, et elle peignait aussi de son fauteuil roulant. Donc, c'est pour dire qu'elle est à la fois influenceuse parce que son image
eh bien, d'une modernité extraordinaire. Voilà, ça c'est un tableau que j'ai pris aussi dans le musée, avec cette modernité qui est magnifique. Tous les codes vestimentaires qu'elle a laissé passer, le code aussi du mono-sourcil, hein, qui est assez intéressant parce que c'est repris aujourd'hui dans la mode, etc. Enfin bon. Donc elle a traversé, à travers une vie confinée, ce confinement a permis une ouverture extraordinaire sur beaucoup de plans artistiques, compréhension de la vie amoureuse parce qu'elle a été une grande amoureuse aussi, et puis même sur le plan de tous les éléments de notre vie, comme la mode par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont inspirées de Frida à partir de cette idée de confinement. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit clin d'œil à Frida Kahlo. Très bien. Merci beaucoup, Joëlle, pour cette jolie conclusion et pour votre intervention aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé ici sur Zoom ou sur le Facebook Live. C'était donc notre 9e session Intimus déjà. Vous pouvez retrouver toutes les autres sessions que nous avons eues sur la page YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Vous pouvez aussi nous retrouver dès mercredi pour un nouvel épisode, cette fois-ci avec Thierry Troussier et sur la question de la gestion du quotidien entre les petites choses et les moments exceptionnels. Donc ce sera mardi ici sur Zoom à 11h. J'en profite pour remercier l'équipe technique avec Philippe Legonidec et ma collègue animatrice Grace, et vous encore une fois Joëlle, et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un bon confinement pour continuer. Bonne journée. Au revoir.